bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Donc nous allons entendre la première conférence de M. Jean-Pierre Rivron, ici présent. Alors M. Rivron n'est pas un historien, un spécialiste, mais c'est un ingénieur retraité de EDF. Il a beaucoup voyagé, il a continué d'ailleurs à sa retraite de travailler pour des missions comme expert, et ça lui a permis d'ailleurs de rencontrer l'orthodoxie, notamment en Russie, en Sibérie, voilà. Et il est natif du... Non, vous êtes du Maine-et-Loire, mais vous habitez au Pays de Ré. Et le Pays de Ré, il va vous expliquer où ça se trouve, parce que la plupart des gens qui ne sont pas en Bretagne ne savent pas ce que c'est le Pays de Ré. Et puis surtout, il va nous parler de Saint-Colomban et de cette extraordinaire aventure spirituelle que cet homme a produit. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Et puis, vous avez déjà donné des conférences sur ce sujet. Il a dit qu'il allait se limiter, parce que ça dure au moins 2 heures, tellement il est passionné de Saint-Colomban. Mais là, ça sera limité à 1 heure. Bonjour à toutes et tous, merci de cette introduction par le Père. Effectivement, je vais vous parler, un peu à la demande du Père Nil, des moines colombaniens en Pays de Ré. J'avais fait une conférence auparavant beaucoup plus large, évidemment, surtout de la pérégrination de Saint-Colomban. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comment je suis parti sur ce sujet, c'est que dans le Pays de Ré, eh bien, le saint de référence, c'est Saint Philibert. C'est Saint Philibert. Et quand on étudie Saint Philibert, eh bien, nécessairement, on remonte à Saint-Colomban et on remonte aux moines irlandais. C'est comme ça que c'est parti. Alors, je vais vous décrire ce qu'est un peu le Pays de Ré. Vous voyez ici sur cette carte, c'est la partie la plus basse de la Bretagne, vous voyez, la plus méridionale, je dirais. C'est un peu la Côte d'Azur d'ailleurs, de la Bretagne. Et donc, vous voyez, c'est ici, c'est au sud de la Loire. Il y a cette zone-là qui va de Pornic à Rezé, Nantes-Rezé, Machecoul. Vous voyez, c'est toute cette région-là qui c'est pas trop un paysage breton, même si historiquement on fait bien partie de la Bretagne. Et donc je vais vous parler de cette région-là, que je vais étendre un peu à Noirmoutier, parce qu'à l'époque de Saint-Philibert et de Saint-Colomban, eh bien, je dirais, il n'y avait pas, l'entité Pays de Ré n'existait pas en tant que telle comme maintenant. Alors les caractéristiques de ce pays, c'est que donc il y a la Loire, il y a cette baie de Bourgneuf, l'île de Noirmoutier, et il y a un lac ici qui s'appelle le lac de Grandlieu, qui l'hiver est un des plus grands lacs de France d'ailleurs, et donc c'est une région plutôt humide, plutôt de lacs et de cours d'eau, et de bras de mer qui entrent dans les terres. Voilà, pour vous situer le Pays de Ré, ici. Voilà. Alors je le resitue plutôt, là cette fois-ci, le Pays de Ré, mais à l'époque des moines philibertins ou colombaniens. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, le Pays de Ré ne se présentait pas du tout de la même façon. Il y avait des zones inondées dans l'estuaire de la Loire et aussi dans cet endroit qui s'appelle le golfe de Machecoul, qui est ici, et plus au sud le golfe de Soulan, et encore plus au sud, au nord, parce qu'on va en parler un peu, le golfe des Pictons. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la sédimentation marine ne s'était pas encore faite. À l'heure actuelle, tous ces golfes sont maintenant comblés. Ce sont des marais, en fait. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout ça, c'était des zones navigables. Alors, faut bien... C'est bien dans l'esprit d'ailleurs de ces moines celtiques qui étaient des navigateurs, et donc on était dans une zone très
tout à fait favorable à la navigation. Donc voilà la représentation. Donc c'est une zone plutôt de campagne, hein, c'est plutôt une zone de campagne, très peu urbanisée, à part Nantes à l'époque colombanienne, c'était que de la campagne, et de l'eau, et de la mer, et des mers. Alors c'est un peu la même représentation du Pays de Ré, vous voyez le peuple. Est-ce que ça marche mon système? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui. Et là vous avez le fleuve Liger, et vous retrouvez ce golfe de Machecoul qui est très important. Et vous voyez, il y a une rivière ici qui va vers la Loire, qui aura une certaine importance pour les moines colombaniens, hein, avec un port qui s'appelle Portus Vetraria, qui est maintenant devenu Saint-Même. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on communiquait facilement par cette rivière jusqu'à la Loire et le lac de Grandlieu qui est ici. Et il y avait juste un tout petit passage par la terre ferme, mais le reste était navigable. Alors voilà, juste aussi un commentaire, mais plutôt sur l'organisation politique de la France à l'époque des moines philibertins. Bon, il n'y a pas qu'un seul pays, il y a plusieurs royaumes. On voit la Neustrie, l'Austrasie, l'Aquitaine, la Bourgogne. Donc ce n'est pas du tout le découpage politique actuel. C'est important parce qu'on va en parler par la suite. Alors, il va y avoir un peu 3 parties dans ma présentation, c'est un peu écrit, mais je vais vous le résumer. D'abord, il y a toute une période où très tôt apparaissent les Irlandais sur notre côte du Pays de Ré. Le premier dont on parle, c'est d'ailleurs le roi irlandais Niall, qui ravage en 406 l'estuaire de la Loire. Vous voyez, hein. Donc les Irlandais, de tout temps, sont venus sur nos côtes. On a des moines irlandais qui arrivent chez nous, alors vers Poitiers. À l'époque, nous faisons partie du Doskies, plutôt de Poitiers. Hein. Et il y a un Irlandais qui s'appelle Fridolin, 509. Ensuite, au Couët, c'est-à-dire à Bouquenet, dans la banlieue ou Rosé, dans la banlieue de Nantes, eh bien, il y avait une communauté au VIe siècle irlandaise. Hein. Et enfin, à l'île-Dieu, vers 600, à l'île-Dieu, c'est une des îles, vous avez vu Noirmoutier, un peu plus au sud, vous avez l'île-Dieu, il y avait, semble-t-il, une communauté irlandaise, de moines de Bangor d'ailleurs, hein, et après même l'évêque de Poitiers avait des moines irlandais aussi à Mazerolles, hein, c'est dans la direction sur l'axe Angers-Limoges. Donc déjà une implantation irlandaise significative dès ces époques-là. Bien sûr, le plus important qui va passer dans le Pays de Ré, ça va être Saint-Colomban. Mais Saint-Colomban va faire un passage très très rapide que je vais vous rapporter en Pays de Ré, peut-être quelques mois, en l'année 610. Donc 610 Saint-Colomban va passer, va traverser le Pays de Ré. Notamment pour aller voir ses frères de l'île-Dieu, ses frères de Bangor qui étaient installés à l'île-Dieu. Ensuite, une deuxième partie, je vais parler plutôt des héritiers, des successeurs, des disciples de Saint-Colomban. Et là, qui ont une influence importante dans le Pays de Ré, à 3 niveaux, hein, 3 styles de fondation. Par les moines vers 651 de Stavelot-Meulensmedy, je vais vous expliquer. Ce sont des monastères qui sont dans les Ardennes belges. La fondation d'un monastère et d'un ermitage par Saint Hermelan dans les îles d'Inde et Indrette, qui sont des îles en aval de Nantes, juste en aval de Nantes, hein, qui étaient des îles, maintenant qui ne sont plus des îles, mais qui étaient des îles donc, à cette époque-là. Et enfin, le plus important, effectivement, c'est Saint-Philibert. Saint-Philibert, donc, qui va rayonner sur une très grande partie du Pays de Ré. Et enfin, il y aura une 3e partie, on parlera plutôt de la période carolingienne, hein, et la pérégrination de ces moines de Saint-Philibert jusqu'à Tournu en Bourgogne. Alors, juste pour montrer une carte du Pays de Ré, les 3 implantations des disciples de Saint-Colomban, c'est celle, vous voyez, qu'on appelle ici le prieuré d'Ardennes,
sur cette rivière qui va du golfe de Machecoul jusqu'à la Loire, en longeant le lac de Grandlieu qui est ici. Autre implantation, c'est celle dans les îles d'Indre, c'est en aval sur la Loire. Et dernière implantation, c'est celle de Saint-Philibert, à Noirmoutier, et qui va rayonner dans toute la partie côtière du Pays de Ré, et même bien plus loin. Et bien plus loin. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est le nom des villages du Pays de Ré, et en fait, dans le nom même des villages du Pays de Ré, on s'aperçoit que l'influence des moines colombiens et philibertins est très importante, toujours existante. Je prends des exemples. Il y a un village qui s'appelle Saint-Colomban, il y a Saint-Philibert de Grandlieu, le village où j'habite, qui est les Moutiers-en-Ré, la première église qui a été construite dans ce village des Moutiers-en-Ré au sud de Pornic, eh bien, c'est une église des moines de Saint-Philibert. À Sainte-Marie de Pornic, c'est la même chose. À Sainte-Croix de Machecoul, c'est la même chose. Donc, en fait, la structure de nos villages en Pays de Ré a gardé une très forte imprégnation de ces moines celtiques, de ces moines colombaniens philibertins. Alors, on ne peut pas couvrir tous les moines qui sont passés dans le Pays de Ré. J'en prends deux exemples. Saint-Brévin est aussi un moine celtique. À l'époque, l'ensemble des îles britanniques étaient sous influence celtique. Saint-Brévin en est un, Saint-Gildas en est un autre. On va en dire quelques mots encore après. Donc, je vais limiter mon discours aux trois implantations dont je vous ai parlé, et qui sont les principales. Alors, Colomban va ne faire que passer dans le Pays de Ré, dans notre petite région du Pays de Ré. Vous voyez là l'itinéraire de Saint-Colomban, bien connu, qui vient de Bangor et qui va créer le monastère de Luxeuil, ou je devrais plutôt dire les monastères autour de Luxeuil, dans les Vosges du Sud. Et pourquoi Saint-Colomban vient-il jusqu'à Nantes? Eh bien, tout simplement, il est exilé. Ce sont des moines assez charismatiques, assez énergiques, qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent aux autorités, au roi ou au prince. Et ça ne plaît pas forcément, donc il est exilé du pays de Burgondie, et il va se réfugier donc dans le Poitou, auprès de l'évêque de Poitiers, à Poitiers, et très rapidement, lorsque exilé à Poitiers, eh bien, il va décider de construire un nouveau monastère. Donc il vient de Luxeuil, non, il ne décide pas, je me trompe avec Saint-Philibert, je m'excuse, il est exilé, Saint-Colomban, pour retourner en Irlande. On le renvoie chez lui en fait. Ce sont des moines un peu encombrants pour les autorités. Et je m'excuse, là je me suis trompé, et donc il va descendre la Seine, rejoindre la Loire, descendre la Loire jusqu'à Nantes, et à Nantes, sous bonne escorte, on va lui trouver un bateau pour rejoindre l'Irlande. C'est ça l'objectif. On trouve un bateau, c'est là où il écrit d'ailleurs à Nantes la phrase « Si tollis libertatem, tollis dignitatem », il n'y a pas, sans liberté, il n'y a pas de grandeur, d'honneur, de mérite, on enlève la dignité. Et on l'embarque sur le bateau, un peu de force, et raconte ce que raconte l'histoire. Bien entendu, ce sont les moines de la congrégation qui racontent après l'histoire de Colomban, et on raconte que Colomban et ses 12 moines irlandais ne veulent surtout pas retourner en Irlande, ce qui serait contraire à leur engagement d'exil pour Dieu pour toute la vie, et donc ils ne veulent pas retourner, et Saint-Colomban aurait suscité une tempête, c'est des choses qui arrivent sur nos côtes, et donc le bateau se serait échoué sur la côte du Pays de Ré, là, sur le Delespoir,
et les moines décident de descendre du bateau. Le capitaine est en fait très content de se débarrasser un peu de ces moines encombrants. Il retourne vers l'Irlande, mais ce qui est certain, c'est que les moines, Saint-Colomban et ses moines se retrouvent sur la côte de l'estuaire du pays de Ré, et à partir de là, il va décider de rejoindre à l'île-Dieu la communauté donc de moines irlandais de Bangor qui existait depuis quelques années. Et on imagine la retrouvaille à l'île-Dieu entre ces moines de l'île-Dieu qui venaient eux aussi de Bangor et Saint-Colomban. Probablement ils ne s'étaient pas revus depuis 10 ou 20 ans. Mais Saint-Colomban ne va pas rester à l'île-Dieu, il va surtout pas retourner en Irlande et il va continuer sa pérégrination, plutôt en évitant la Bourgondie, la Bourgogne, et il va aller vers ce qu'on appelle maintenant la région parisienne. Voilà, dans cette région-là, il va faire notamment une rencontre à Ussy, assez importante pour la suite de la présentation. À Ussy, il va rencontrer un notable qui est un certain Othaire, qui deviendra d'ailleurs Saint Othaire. Et ce notable Othaire a 3 fils, Dadon et Radon, qui tous les 3 vont être convaincus sous la bénédiction de Saint-Colomban de créer par la suite des monastères. Ce seront des créateurs de monastères. Le plus connu, c'est Dadon, qui sera Saint-Ouen, qui sera un ministre de Dagobert, et qui deviendra évêque de Rouen, et il va fonder le monastère de Robert, qui est tout près, vous voyez ici, c'est dans la même région, qui a une certaine importance, puisque c'est là que Saint-Philibert se formera à la règle colombanienne. Robert sera un monastère colombanien. Voilà, c'est le vitrail d'Ussy qui montre Saint-Colomban qui bénit Othaire et ses fils. Alors maintenant, je vais expliquer les successeurs de Saint-Colomban, les héritiers, les disciples. Vous voyez, le passage je me suis limité volontairement au pays de Ré, donc le passage de Saint-Colomban dans le pays de Ré, cette petite région donc au sud du côté entre Pornic et Nantes, est très limité dans le temps, c'est probablement quelques mois. Tout se passe en 610, en l'année 610. Maintenant, je vais parler des disciples de Saint-Colomban, qui sont en 3 zones que je vous ai expliquées. Ici, sur les îles de la Loire, là, sur la rivière qui rejoint le golfe de Machecoul à la Loire, et enfin Saint-Philibert, qui est toute la côte du pays de Ré. Alors, la première implantation en pays de Ré de monastère ou de prieuré, là, dans le cas présent, ça sera un prieuré, de prieuré dans le pays de Ré par des moines colombaniens. Ce sont les moines colombaniens de Stavelot-Malmedy. Alors, c'est pas du tout notre région, Stavelot-Malmedy, vous voyez, c'est ici, c'est dans les Ardennes belges. C'est dans les Ardennes belges. C'est Saint Romac qui avait créé, qui venait de Luxeuil, le grand monastère fondé par Saint Colomban dans les Vosges du Sud, et bien dans le sud des Vosges, et Saint Romac va fonder ce double monastère, ce monastère jumeau, Stavelot-Malmedy, qui sont distincts de 8 km dans les Ardennes belges. Alors, pour localiser en Belgique où c'est ici. Vous voyez, c'est très près de la frontière allemande, très près de la frontière des Pays-Bas actuellement. Ça, c'est une carte de nos jours, et très près du Luxembourg, vous voyez.
Et ces moines de Stavlo-Malmedy vont créer un prieuré qu'on appellera le prieuré d'Ardennes. C'est lié à leurs origines dans les Ardennes belges. Le prieuré d'Ardennes, dans un village du Pays de Ré qui s'appelle Sainte-Pazanne, village qui est situé sur le Tenu, cette rivière qui relie le golfe de Machecoul à la Loire, et qui était navigable à cette époque-là, et sur lequel on pouvait faire du transport de marchandises. Voilà cette petite rivière qu'on voit ici. Sainte-Pazanne est ici, vous voyez. Voilà la rivière qui permet de rejoindre le golfe de Machecoul. À l'époque, c'est un golfe, hein, alors que tout ceci maintenant est comblé, hein, bien entendu, c'est le marais breton. Hein, mais à l'époque, c'est un golfe. Il y avait une extrême activité commerciale sur cette rivière. On l'appelait même le Tenu, la rivière qui pouvait porter les bateaux. Hein. Donc on pouvait naviguer. Et on sait très bien que les moines se sont implantés ici parce qu'ils ont eu le droit de ton-lieu, c'est-à-dire le droit de péage. En fait, ils contrôlaient le trafic, le trafic de marchandises sur cette rivière qui était très, très, très passante, hein, et notamment le sel. Le fond du golfe de Machecoul, comme vous voyez ici, dès cette époque-là, produisait du sel dans les marais salants. Et donc, il y avait un trafic important de sel vers la Loire. À l'époque, le sel est un produit à forte valeur ajoutée, indispensable à la vie, tout simplement parce que c'était le seul moyen de pouvoir conserver viande et poissons. Alors là, il y a une représentation que j'ai essayé de trouver un peu de cette rivière où le trafic était très actif. Et là, j'ai voulu représenter un peu un paysage de marais salants. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de l'organigramme, du logigramme, on peut se demander comment ça se fait que les moines de Stavlo-Malmedy, dans les Ardennes belges, viennent jusque dans le Pays de Ré. Comment ont-ils trouvé cet endroit? Il y a quand même 800 ou 1000 km entre les deux. Hein. C'est quand même très surprenant. Hein. Ce qui montre d'ailleurs le dynamisme de ces moines, sceptiques et colombaniens. C'est tout simplement, que le jeune amant était du Pays de Ré. Hein. À l'époque, on parlait plutôt de pays d'Herbauge. Hein. Donc le jeune amant est né dans le Pays de Ré et très jeune, il a été attiré par les moines irlandais qui étaient à l'île-Dieu. Hein. Ce qui montre d'ailleurs l'attractivité des moines de Bangor qui sont à l'île-Dieu par rapport aux jeunes. Hein. Il est tout jeune et il a envie d'aller à l'île-Dieu avec ces moines de Bangor. Hein. Probablement le projet de ces moines de Bangor pour un jeune était très attractif à cette époque-là. Alors ce jeune amant va se former auprès des moines irlandais de l'île-Dieu et va lui-même devenir un moine itinérant, hein, un moine pérégrinant. Hein. Il va même devenir évêque pérégrinant et il va enfin devenir évêque de Maastricht, qui est tout près de la région de Stavlo-Malmedy. Ils se sont rencontrés entre l'évêque de Saint-Amand, évêque de Maastricht, et les moines de Stavlo-Malmedy, et Saint-Amand a dû convaincre ou conseiller aux moines de Stavlo-Malmedy de venir faire une implantation dans notre région du Pays de Ré, sur cette fameuse rivière, le Tenu, qui portait les bateaux. Voilà une représentation de Saint-Amand, hein, du pays d'Herbauge, formé à l'île-Dieu. Alors voilà, j'ai encore une représentation de cette fameuse rivière, vous voyez, qui est là. Alors il y a un tout petit passage à pied, hein, et il y avait un fleuve qui s'appelle Portus Vetraria, et c'était à l'époque, c'est Sainte-Pazanne maintenant, la rivière est là, le Tenu, vous voyez, hein, et donc c'est une époque
où il y avait un commerce très actif sur cette rivière, qui permettait d'aller du golfe de Machecoul jusqu'à la Loire, notamment avec du sel. On retrouve d'ailleurs des pièces qui ont été frappées à Portus Vetriaria, ce qui est un signe que c'était un endroit important en tant que commerce. Alors, le commerce du sel remontait de la Loire ensuite jusqu'au bassin parisien. Vous voyez toute la zone couverte dès cette époque-là par le sel de notre région. À l'époque, il y avait plus de production dans ce qu'on appelle maintenant la baie de Bourgneuf, plus de production de sel, dans ce golfe de Machecoul qu'à Guérande. C'était l'endroit de très grande production de sel dès cette époque-là et avant Guérande, qui Guérande a pris la relève par la suite. Alors, on venait chercher de très loin le sel jusque chez nous. Il y a un autre exemple, c'est les moines de Saint-Oyan de Joux, alors qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs colombaniens, je n'ai pas vérifié, mais qui venaient du Jura chercher le sel jusqu'à Herriot. Herriot, c'est Noirmoutier. Dès cette époque, vous voyez, en l'an 500. Donc on venait chercher ce produit, le sel, de très loin, parce que c'était un besoin vital. C'était le seul moyen de conserver pour l'hiver la viande et le poisson. Et de conserver à manger pour l'hiver, pour les périodes un peu de famine ou qui étaient moins grasses. Alors là, ce port Portus Vetraria est devenu un port, qui est devenu port Saint-Même-le-Tenu. C'est juste pour dire que même encore récemment, il y a un endroit qui s'appelle le port à Saint-Même-le-Tenu, qui était Portus Vetraria. Et les moines de Stavro-Malmedy ont contrôlé le trafic sur cette rivière le Tenu, qui est un peu le long du lac de Grandlieu, pendant plus d'un siècle. Et après, d'autres, alors on pourrait dire d'autres concurrents sont venus, probablement c'était assez fructueux, ce qui montre d'ailleurs que ces moines avaient un peu le sens, on dirait maintenant, du business. C'est pas le tout de... certainement, c'était ils avaient le sens de la spiritualité, ils étaient charismatiques, mais ils avaient aussi le sens de l'organisation. De l'organisation, je dirais même, des affaires. Alors voilà, les monastères donc en Belgique de Stavro-Malmedy sont devenus par la suite bien plus grands, mais ce n'est pas du tout une représentation de l'époque. Ce sont devenus de très grands monastères avec de très grandes propriétés. Vous voyez au nord du duché de Luxembourg, juste au nord du duché de Luxembourg. Alors maintenant, je vais passer à deux autres disciples donc de Saint-Colomban qui simultanément vont construire deux monastères dans le pays de Rennes. C'est environ 20 ans après le premier prieuré d'Ardenne dont je viens de vous parler. Ces deux moines, c'est Saint Hermelan, qui va créer le monastère d'Indre-Indrette, qui était à l'époque des îles sur la Loire en aval de Nantes, et d'autre part, c'est Saint Philibert qui va créer un grand monastère à Noirmoutier. Dans ces deux cas, ils viennent d'un endroit des boucles de la Seine. Vous voyez ici Saint-Vendry et Jumièges, ce sont des monastères colombaniens créés sur incitation de Saint-Ouen qui était évêque de Rouen. Ce sont des monastères saint-colombaniens. Saint-Vendry, qu'on appelle aussi Fonfon, c'est dans une boucle de la Seine en aval de Rouen, assez marécageuse à l'origine, bien sûr. Et Saint-Vendry a été créé, le monastère de Saint-Vendry, qu'on appelle aussi Fontenelle, a été créé par Saint-Vendry. Saint-Vendry a été formé à Bobbio, qui est le dernier monastère construit par Saint Colomban en Italie. Saint Philibert a créé le monastère de Jumièges et lui, il a été formé à Rebais, au monastère dont je vous ai parlé, près du Cy, dans la Seine-et-Marne,
ou qui était aussi un monastère colombanien. Donc, c'est quasiment un monastère, des monastères jumeaux, hein, au sens un peu celtique. Souvent, on créait, un peu comme Stavlo Malmedy, vous voyez, des créations, des monastères jumeaux qui permettaient un développement plus concerté et des synergies entre les deux monastères. Donc, les moines qui vont venir dans le pays de Ré vont venir, c'est Saint Hermelan qui va venir du monastère de Saint-Vendry et Philibert lui-même qui va venir de Jumièges. Hein. Et ils vont chacun créer donc des monastères dans le pays de Ré. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, c'est quasiment simultané. Et c'est Philibert qui va créer le monastère de Noirmoutier vers 674, Hermelan qui vont fonder le monastère d'Indre vers 670, 671, c'est quasiment la même période, c'est simultané. D'ailleurs, les monastères de Saint-Vendry et de Jumièges dans les boucles de la Seine ont été créés de façon pratiquement simultanée aussi. Voilà, Saint-Hermelan et Saint-Vendry. Tout ça, c'est dans une période, vous voyez, je vous ai dit que le prieuré d'Ardenne a été créé vers 651, et eux, vous voyez, c'est, bon, allez, 25 ans plus tard, où ils vont créer, chacun en pays de Ré, leur monastère. Alors, le premier, c'est Saint-Hermelan, qui va créer le monastère d'Indre-Indrette dans des îles qui étaient en aval de Rouen. Alors comment ça s'est passé? C'est l'évêque de Nantes qui a fait l'appel aux moines de Saint-Vendry pour venir construire un monastère. Saint-Hermelan arrive de Saint-Vendry, du monastère de Saint-Vendry à Nantes, et avec 12 moines, hein, selon la tradition symbolique du Christ et de ses 12 apôtres, et ils vont demander à l'évêque de Nantes un bateau pour descendre l'estuaire de la Loire pour trouver un endroit adéquat pour construire un monastère. L'évêque de Nantes d'ailleurs leur dit, vous savez, vous avez des îles là, tout proche de Nantes, vous n'avez qu'à prendre, ils donnent les bateaux, mais tout près, il y a déjà des îles qui devraient être adaptées pour construire un monastère. Ce seront les îles d'Indre et Indrette. Alors, aussi curieusement que ça puisse paraître, tout ça, ça se passe vers 670-672, ce début de construction du monastère d'Indre et Indrette, c'est que très rapidement, c'est-à-dire ça va durer une dizaine d'années, le monastère d'Indre et Indrette va être passé aux bénédictins. Alors Indre et Indrette, c'est difficile sur une carte de retrouver Indre et Indrette, on est en zone urbanisée. À l'époque, c'était des îles. Sur la Loire, sur la Loire, il y avait beaucoup d'îles. Et Indre et Indrette étaient deux îles au milieu de la Loire. La plus importante, où sera construit le monastère. Et sur Indrette, Saint-Hermelan construira un ermitage. Alors voilà maintenant ce que c'est Indre et Indrette. Indrette, par exemple, est bien connu par la grande usine de construction, enfin la grande atelier de construction navale. On est quasiment en zone urbaine. Mais à l'époque, c'était des îles. J'ai essayé de trouver une carte où on voit bien les îles d'Indre et Indrette, mais c'est pas du tout évident. Alors là, ça serait sur Indrette. Soi-disant, l'ermitage était là. Je ne veux pas dire que les tours sont fait partie de l'ermitage, ça doit être probablement plutôt une fortification, mais disons que l'ermitage aurait été sur cette petite île d'Indrette à l'époque. Alors pourquoi, on peut s'interroger pourquoi 10 ans après, l'évêque de Nantes décide de donner le couvent qui vient d'être créé aux bénédictins. Alors, on peut s'interroger, c'est peut-être à l'époque dans la ligne de Rome, je suppose. L'autre raison, c'est que
c'est que dans la banlieue de Nantes, il y a aussi un autre monastère plus ancien qui s'appelle, fondé par Saint Martin de Vertou, donc qui sont des bénédictins, et il a peut-être voulu rendre homogène la règle pour l'ensemble des monastères de la zone urbaine, pour la proche zone urbaine de Nantes, ou tout simplement, c'est une autre hypothèse, c'est que l'évêque de Nantes considère que les moines colombaniens de Saint-Vendry sont des constructeurs de monastères. Il les a fait venir pour construire le monastère, et après, eh bien, on dirait maintenant, c'est l'ingénierie, hein, puisque c'était mon métier. Ils construisent, et après, ça peut être d'autres moines qui prennent la suite. Vous voyez, hein. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans la tradition colombanienne ou des moines celtiques, ce sont des constructeurs de monastères. Alors, juste pour vous montrer la carte, ceci c'est l'agglomération de Nantes. Vous voyez, Indre est ici, hein, là où il y a le D, Indre, et Vertou est ici, vous voyez bien. Hein, donc tout ça, c'est dans la même zone. Hein, donc ça pourrait se comprendre aussi que l'évêque de Nantes décide que tout le monde soit mis à la même règle bénédictine. Alors maintenant, je vais passer à Philibert. Philibert, c'est le principal moine, disciple de Saint Colomban du pays de Ré. C'est le plus connu, Saint Philibert. Saint Philibert, c'est quelqu'un plutôt d'Aquitaine, hein, qui est né dans le pays de l'Armagnac, à Éose. On l'écrit de différentes façons, Philibert, hein, de cette façon, mais on l'écrit aussi Philibert, ça s'écrit de différentes façons, mais c'est bien le même. C'est un fils de notable, qui va aller en formation à la cour du roi d'Agobert, hein, le roi d'Agobert, celui qui mettait sa culotte à l'envers. Hein. Et donc, il va aller à la cour, en principe, pour être formé, pour devenir haut fonctionnaire. Hein. Donc, il est appelé à une grande carrière, hein, administrative, dans l'administration royale, et ça fait partie de ces jeunes qui vont décider que c'est pas la grande carrière qui leur plaît, il veut se faire moine à la façon de Saint Colomban. Et là, c'est un deuxième exemple de l'attractivité de ces moines colombaniens. Le jeune Philibert décide d'entrer à Rebais, qui est un monastère colombanien. Hein. Il va y former et il va y devenir même l'abbé de Rebais. L'abbé de Rebais, donc dans la Seine-et-Marne. Alors, je ne vais pas entrer trop dans le détail aussi. Le premier monastère, grand monastère que va construire Saint Philibert, après être abbé de Rebais, c'est le monastère de Jumièges, celui dont je viens vous parler, qui était dans les boucles de la Seine, à côté de Saint-Vendry. Il va aller créer un monastère colombanien dans les boucles de la Seine, tout auprès, comme son frère, Saint-Vendry, qui lui a été formé à Bobbio. Et on retrouve bien cette proximité. Donc je ne vais pas parler sur le Jumièges, c'est en soi c'est un monastère qui sera très important, très très important. Donc Philibert a déjà créé un monastère lorsqu'il va venir jusque dans le Pays Ré. Pourquoi il vient dans le Pays Ré? Tout simplement, c'est un peu comme Saint Colomban, il dit ses 4 vérités au maire du palais, c'est-à-dire le Premier ministre, ça marche pas très bien, et il est envoyé en exil. Hein, donc c'est pour ça qu'il va quitter Jumièges et va venir, Jumièges vous voyez est ici vous voyez sur la Seine, et il va venir dans le Poitou, hein, et à l'époque le Pays de Ré fait partie du Poitou. Hein. Et bien sûr l'évêque de Poitiers voudrait bien, qui s'appelle Ansoald, voudrait bien le garder auprès de lui à Poitiers, mais c'est pas l'objectif de Saint Philibert. Philibert, il veut construire des monastères et il décide de construire un monastère à Noirmoutier. Herriot à l'époque, hein, ou l'île d'Air, on l'appelle comme ça, qui va devenir Noirmoutier. Alors, je ne vais pas détailler l'histoire de l'exil, car c'est une affaire compliquée.
et il va arriver à Noirmoutier, il va s'installer avec 12 moines, selon la tradition. Il va s'installer avec 12 moines dans une grotte qu'on appelle encore la grotte Saint-Philibert, qui est au bois de la Chaise, à l'extrémité de Noirmoutier, qui existe toujours. Il va s'installer et il va se mettre à construire ce nouveau monastère. Bon, il y a un petit peu de population à l'époque à Noirmoutier, mais pas tellement, et il va s'appuyer sur la population pour construire ce grand monastère de Noirmoutier. Voilà l'abbatiale de Noirmoutier, donc vers 674. Enfin, on commence à construire vers 674. Bien sûr, la flèche n'est pas du tout de l'époque. C'est ce bâtiment qui sera l'abbatiale donc de Noirmoutier. Alors, il se met au travail de titan, comme les moines savaient faire à cette époque-là. Il faut défricher, assécher. C'est très marécageux, Noirmoutier à l'époque. Faut planter, il y a un travail monstre, et bien entendu, il y a la vie religieuse, la vie spirituelle, les textes, l'étude des textes, c'est dans la tradition celtique. Et donc, il va y avoir un travail énorme pour développer donc, ce monastère à Noirmoutier. Ils vont construire un port, comme ils avaient fait d'ailleurs à Jumièges. Les moines celtiques, en général, sont au bord de la mer, au bord d'un fleuve qui permet le contact avec la mer. Ce sont des moines d'origine irlandaise, des îles britanniques, et dans l'esprit et la formation. Et donc, ce sont des moines qui savent naviguer. Et à cette époque-là, la navigation est beaucoup plus, même s'il est toujours à risque, est beaucoup plus performante que de marcher à pied à travers la campagne où il n'y a aucun chemin. Alors il fait des miracles, bien entendu, c'est raconté par des moines de la congrégation, et c'est très orienté sur tous les miracles que peut faire Saint Philibert. Un des miracles bien connu, c'est toute l'île de Noirmoutier était affamée, c'était la famine, et Saint Philibert fait des prières et un banc de marsouins va venir s'échouer sur la côte. On sait bien que c'est des choses qui arrivent, vous voyez. Donc voilà, mais c'est un miracle parmi d'autres. Alors, une des caractéristiques du développement à Noirmoutier, qui est une différence par rapport à Jumièges dans les boucles de la Seine, eh bien, c'est qu'il va développer les marais salants, qui est quelque chose de très important, à l'égal de ceux de Machecoul, qui est au fond du golfe. Vous voyez, Donc là, tout ce qui est en vert, ce sont des marais salants. Il va développer de façon considérable ces marais salants. Alors le sel sera un des produits essentiels du monastère. Il l'exportera jusqu'au pays des Scots, c'est-à-dire l'Irlande de l'époque, la Grande-Bretagne, partout, sur toutes les côtes, sur toutes nos côtes atlantiques, ils vont commercialiser ce sel. Et ils vont bâtir l'abbatiale, bien sûr. Alors là, une caractéristique très intéressante, où on voit que les moines colombaniens sont des constructeurs de monastères, c'est que Philibert, qui avait déjà construit un monastère à Jumièges, donc dans les boucles de la Seine, fait venir 80 de ces moines de Jumièges pour construire le monastère de Noirmoutier. De nos jours, on dirait qu'il fait venir son ingénierie. En fait, il fait venir ses meilleurs architectes, ses meilleurs maçons, ses meilleurs charpentiers, ses meilleurs viticulteurs, ses meilleurs botanistes, ses meilleurs écrivains, ses meilleurs chefs de chorale, tout, pour créer le monastère de Noirmoutier. J'avais vu un autre exemple, toujours par des moines colombaniens, où c'est pareil, ils ne s'étaient pas déplacés uniquement à 12, mais par plusieurs dizaines de moines pour construire un nouveau monastère. Donc vous voyez, c'est bien dans l'esprit de ces moines celtiques qui sont des constructeurs de monastères et qui savent, et qui ont probablement un savoir-faire, je dirais, de construire un monastère. C'est pas le tout d'arriver un abbé et 12 moines dans un endroit où il n'y a rien et dire on se lance dans la construction d'un monastère.
il faut déjà une certaine organisation et un savoir-faire, de mon point de vue. Ansoald, qui est l'évêque de Poitiers, va leur donner un certain nombre de propriétés dans le pays de Ré. À Beauvoir, qu'à l'époque on appelle Empennum, qui deviendra pratiquement le point d'appui sur le continent de Noirmoutier. Empennum est ici. Et surtout à Déas, qui est sur le lac de Grandlieu. C'est un très grand lac qui est au milieu du pays de Ré. Déas va avoir une importance parce que là, à cet endroit-là, les moines de Noirmoutier vont construire un deuxième monastère, mais bien plus tard. Alors, juste pour terminer sur Philibert, il va revenir à Jumièges. Pendant un certain temps, il sera l'abbé à la fois de Jumièges et à la fois de Noirmoutier, mais en fait, assez rapidement, il s'est aperçu que ce n'était pas possible de mener les deux à la fois, et donc il va rester à Noirmoutier et sera élu un nouvel abbé à Jumièges. Il va créer un monastère à Montivilliers. Saint-Philibert, c'est un constructeur de monastères. En 30 ans, je considère qu'il a créé de lui-même, à son initiative, 5 monastères. 30 ans. C'est un constructeur de monastères, et notamment celui de Montivilliers, qui est tout près du Var, près de Jumièges. Il va construire un monastère aussi un peu plus au sud. Je vous ai parlé des différents golfs qu'il y avait, golfe de Machecoul, golfe de Soulan. À l'époque, il y avait un grand golfe qui allait jusqu'à Niort, qui était le golfe des Pictons. Et dans ce golfe des Pictons, qui est à l'époque couvert par l'océan, il y a une petite île qui à l'époque s'appelle Saint-Michel-en-Lerme, et là, il va créer un monastère comme celui de Noirmoutier. Monastère qui sera construit à la demande de l'évêque de Poitiers, avec un point d'appui à Luçon. Donc on peut dire que toute cette zone entre Luçon et Saint-Michel-en-Lerme est sous influence, autant spirituelle qu'économique, des moines de Saint-Philibert de Noirmoutier. Alors voilà une représentation du golfe des Pictons qui est récente. On voit ça allait jusqu'à Niort. C'est l'endroit d'ailleurs où il y a eu le Xynthia à la Faute-sur-Mer et à l'Aiguillon-sur-Mer. Vous voyez ici l'île de Saint-Michel-en-Lerme et Luçon. Alors, Saint-Philibert, à la fin de sa vie, va se retirer dans sa grotte, la grotte de Noirmoutier, où il était arrivé avec ses 12 moines au départ, et il va se retirer dans sa grotte et il va décéder. Et son corps sera mis dans un sarcophage que vous voyez ici, en sarcophage en marbre gris bleuté de la carrière de Saint-Béat dans les Pyrénées. Ce sarcophage pèse 2 tonnes, et ce qui montre qu'à l'époque, on n'hésitait pas à faire venir des sarcophages jusqu'à Noirmoutier, des Pyrénées, probablement par voie maritime, je suppose. Là, on voit une représentation de Saint-Philibert qui est décédé, et de ses moines. C'est une représentation qu'on retrouve sur un chapiteau de l'abbatiale de Cuneau, entre Angers et Saumur, dont on va parler par la suite. Voilà. Alors, vous voyez que l'influence des moines philibertins va jusqu'à ce golfe des Pictons, avec Saint-Michel-en-Lerme qui est ici. Et je vais vous expliquer aussi par la suite, toute cette côte est sous influence des moines philibertins de Noirmoutier. Philibertin qui est un disciple direct, on peut dire, même s'ils ne se sont pas connus, de Saint-Colomban. En fait, Saint-Philibert naît 1 ou 2 ans après le décès de Saint-Colomban. Donc ils ne se sont pas connus, mais c'est un disciple direct. C'est la génération, on pourrait dire, d'après. Et bien entendu, ils vont aussi rayonner, on l'a vu, jusque l'Irlande et l'Écosse, mais aussi toute la côte sud de la Bretagne. Alors c'est une période, dit d'après les textes, dit selon les textes, assez de prospérité, plutôt de prospérité pour toute cette côte. Prospérité, je suppose, spirituelle, mais aussi économique.
hein, ce sont des moines qui sont plutôt organisateurs, qui ont le sens je dirais même du commerce. Hein. Je prends un petit exemple, lorsque Philibert, les moines de Philibert vendaient du sel, eh bien la consigne de Saint Philibert à ses moines, c'était de dire, bien sûr vous mesurez les quantités livrées, mais vous leur mettez toujours un peu plus, pour que le client soit content et qu'il revienne, vous voyez. Donc un peu un sens presque commercial, on peut dire, tout à fait caractéristique peut-être de ces moines. Alors juste pour rappeler que le nombre de moines qu'il y avait dans ces monastères, hein, ça m'a un peu surpris, hein, je n'ai pas vérifié moi-même, mais disons que certains textes disent que par exemple à Noirmoutier, à la grande époque, il y avait 600 moines. Avec toute la population qui gravitait autour, on peut dire que c'était un village de 1500 personnes, par exemple. Hein. Donc ce sont des grands monastères, bien dans la tradition celtique. Hein. À Jumièges, à la grande époque, il y avait sous l'abbé Achard 900 moines. 900 moines. Hein. Et avec, ça faisait quasiment un village de 2400 personnes, avec toutes les personnes qui gravitaient autour de ce monastère. Luxeuil, fondé par Saint Colomban, estimation aussi 600 moines. Hein. Là, je rappelle juste les monastères de Bangor, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Bangor en Irlande du Nord, il y a Bangor au Pays de Galles, c'est 1000 ou 2000 moines aussi. Hein. Donc ce sont des grands monastères. C'est dans la tradition des monastères irlandais un grand nombre de moines. Un grand nombre de moines. Pratiquement, on peut considérer que Bangor couvre tout ce qu'on appelle la mer d'Irlande, c'est-à-dire la mer entre l'île de Grande-Bretagne et l'île d'Irlande. Hein. Et quand les moines irlandais allaient n'importe où dans le monde, il y a des monastères qui s'appellent Bangor dans le monde entier, en Australie ou aux États-Unis ou au Canada. Hein. Et il y a aussi un Bangor à Belle-Île, je crois. Alors là, je reviens au Pays de Ré. On peut dire que tous les villages du Pays de Ré qui étaient le long de la côte, en face de Noirmoutier, ont eu leur première construction religieuse, leur première chapelle ou leur première église, grâce aux moines de Saint-Philibert qui venaient de Noirmoutier. C'étaient des navigateurs, traversaient la baie ou le golfe pour venir sur la côte. Pour eux, c'était très facile. Hein. Et donc, ils venaient sur notre côte, et on peut dire qu'une bonne partie des villages le long de notre côte, la première construction a été une chapelle construite par les moines de Saint-Philibert de Noirmoutier. C'est le cas, je prends des exemples, à Sainte-Marie-des-Moutiers, c'est dans mon village, mais aussi à Sainte-Marie-de-Pornic, ou à Machecoul, puisqu'à l'époque la mer allait jusqu'à Machecoul, Sainte-Croix de Machecoul. Donc vous voyez que l'imprégnation de ces moines colombiens et philibertins donc, est très importante sur toute notre côte. Alors juste un mot sur Saint-Vital, un cas un petit peu particulier. Saint-Vital, il venait des îles Britanniques, on ne sait pas trop s'il était irlandais, anglais, hein, mais il venait des îles Britanniques et il était moine au monastère de Noirmoutier. Et au bout d'un certain temps, il trouve qu'il y a beaucoup trop de monde à Noirmoutier. Hein, c'est devenu, vous voyez, s'il y avait 600 moines, enfin c'est devenu très important. Et c'est bien dans l'esprit des moines. Hein, il y a les moines qui vivent en communauté, mais il y a des moines aussi qui vivent en ermite. Et le souhait de Saint-Vital a été de vivre en ermite. Et donc, il a été au nord du Pays de Ré, qui est à cet endroit-là, sur un mont qu'on appelle le mont Scobrit. Hein, Scobrit, alors certains disent Sco comme Scott, Brit comme Briton. Je n'ai pas d'autre explication, je ne sais pas si c'est une bonne explication du terme Scobrit, mais disons que
il s'est installé sur le mont Strobride qui va devenir le village de Saint-Viau. Saint-Viau qui vient de Saint-Vital. Alors on va le retrouver Saint-Vital par la suite. Alors pour vous montrer l'activité économique de ces moines de Saint-Philibert, ces moines de Saint-Philibert vont avoir en propre trois ports, un à Noirmoutier, un à Beauvoir, un à Luçon. C'est eux-mêmes qui l'ont construit et qui sont propriétaires de ces ports. C'est bien dans l'esprit de ces moines celtiques qui sont des navigateurs et qui pérégrinent et qui rayonnent par bateau. Et on sait qu'ils allaient jusqu'à Bordeaux, Nantes, Rouen, Rezé, Croisy, et bien entendu jusqu'au pays des Scots, jusqu'à toutes les îles britanniques. On sait aussi que ces moines de Noirmoutier avaient 6 navires, 6 bateaux, ce qui est déjà une petite flotte. 6 navires, on le sait tout simplement parce que ces bateaux étaient dispensés de tourne-lieu, de péage sur la Loire, donc il y a des écrits qui nous disent que les moines de Saint-Philibert n'avaient pas à payer la taxe sur le passage sur la Loire. Bien sûr, vous avez vu que tous les moines de Saint-Philibert contrôlent toute la côte, et bien entendu, ils vont contrôler tout le pays de Ré, presque tout le pays de Ré, sauf la partie autour de Nantes, et y compris Saint-Philibert de Grandlieu, ici, le Saint-Théas, qui est sur ce grand lac de Saint-Philibert de Grandlieu. Toute cette zone va être sous la mission spirituelle et économique donc, de ces moines de Saint-Philibert. Alors là, c'est un document d'Émile Boutin, qui est un des historiens principaux du pays de Ré. Et vous voyez, il a répertorié toutes les nécropoles philibertines et les prieurés philibertins. Vous voyez que toute la partie ouest du pays de Ré, et bien plus bas et bien plus au sud, sont sous influence donc, de ces moines de Saint-Philibert. Seule la partie autour de Nantes sont sur l'influence plutôt des moines donc, bénédictins, notamment ceux de Vertou ou d'Indre. Alors, les moines de Saint-Philibert ont aussi rayonné sur la Bretagne, ce qui ne veut pas dire que toutes ces chapelles ont été construites à l'époque de... Ce n'est pas le cas de Saint-Philibert, mais disons qu'ils ont l'esprit de Saint-Philibert ou la tradition de ces moines philibertins, on la retrouve en Bretagne. Il y a un grand nombre de chapelles qui sont dédiées à Saint-Philibert. Je prends Moëlan, Tréguin, Crozon, Saint-Hervasec, Plomelin, Plébin, Coin, et ça, on voit bien que l'influence de ces moines philibertins a rayonné aussi sur tout le sud sur toute la Bretagne. On sait notamment, et là je reviens plutôt au sel, que les moines de Noirmoutier avaient des entrepôts de sel sur les bords de la Laïta. Juste un mot là sur cette magnifique chapelle donc de la commune de Saint-Philibert dans le Morbihan, ça ne doit pas être trop loin d'ici, vous devez la connaître mieux que moi, mais je l'ai un peu découvert. Cette église donc, de la commune de Saint-Philibert dans le Morbihan, la tradition dit que Saint-Philibert aurait débarqué dans cet endroit avec Saint-Gildas, et ses disciples, les disciples vont s'installer dans la presqu'île de Ruisse. Alors ce retable est magnifique parce qu'il représente Saint-Philibert qui pérégrine, qui part en mission à travers les océans sur un sarcophage, et on voit bien la symbolique celtique, les moines qui quittaient l'Irlande pour pérégriner dans toute l'Europe, mais pour la vie entière. Et ils ne souhaitaient pas revenir, ils partaient en missionnaire sur le continent, en principe, sans jamais revenir en Irlande. Et c'est bien le même esprit celtique. Et c'est pour cette raison qu'on représente Saint-Philibert qui pérégrine sur un sarcophage et sur la mer. Alors ça, juste pour montrer, c'est juste
une étude faite sur des pièces qui sont passées par les salines, et on voit que dès cette époque-là, eh bien, on livrait du sel, on peut même dire déjà dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Hein, c'est des endroits où on a trouvé des pièces, et notamment en Bretagne. Alors, je change un peu de période, c'est un peu plus tard, c'est plutôt vers 800, donc il y a toute une période, un siècle et demi, où nos côtes vont être sous ces influences, sous l'influence religieuse, mais aussi un peu économique, hein, de ces moines de Saint-Philibert de Noirmoutier. Arrive une autre période qu'on peut appeler la période des Vikings, la période des Normands, des hommes qui viennent du Nord. C'est une période où on reprend la phrase d'Isaïe, un fléau venu du Nord se répandra sur tous les habitants de la terre. C'est une période un peu d'instabilité. Ces Normands viennent faire des incursions sur toutes les côtes d'Europe et sur tous les fleuves d'Europe. Des incursions parfois violentes, au point même qu'à cette époque-là, qui va durer, pour être simple, de 800 à 1000, eh bien, qui va, dans chaque église ou chapelle de l'Europe entière, à chaque office, on fait la prière de la fureur des Normands, libère-nous Seigneur. Alors voilà, c'est une carte que je l'ai trouvée, bien sûr, qui représente toutes les incursions vikings. C'est pas tout en même temps, mais vous voyez que non seulement ils attaquent toutes les côtes, mais ils remontent les fleuves très très loin. Très très loin. Ce qui va amener forcément des problèmes du côté de Noirmoutier, qui est une île très sympathique pour nos amis les Vikings, qui trouvent cet endroit très sympathique pour s'installer et pour pouvoir rayonner eux aussi sur toute la côte, mais de façon un peu plus en pillard ou en colonisateur. Et donc ça va obliger les moines de Saint-Philibert, de Noirmoutier, de migrer pratiquement en 40 ans jusqu'à un endroit qui s'appelle Tournu, sur la Saône, et c'est ce qu'on appelle, la migration de la congrégation, la dernière pérégrination de ces moines celtiques de Saint-Philibert vers Tournu. Cette pérégrination va durer 40 ans, près de 40 ans. Et ils vont aller jusqu'à Tournu en Bourgogne. Alors voilà, c'est une représentation un peu de ce qui se passait lorsque les Vikings arrivaient. Bien sûr, leur cible principale, c'était les monastères, qui étaient plutôt bien développés, bien structurés, et donc ils savaient que dans ces endroits-là, il y avait beaucoup de choses. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça va inciter les moines de Noirmoutier à créer un nouveau monastère à Déas, qui a maintenant l'endroit, a le nom c'est une commune qui s'appelle Saint-Philibert de Grandlieu, sur le lac de Grandlieu, pour être un peu plus à l'abri. Alors, à Noirmoutier, ils sont obligés de fortifier leur monastère, pour cette raison-là. Et ils vont, une fois qu'ils auront construit leur monastère à Déas, vous voyez Déas, c'est sur le lac de Grandlieu, un endroit qui va devenir Saint-Philibert de Grandlieu, eh bien, ils vont décider de déménager le monastère de Noirmoutier vers Déas. C'est un véritable déménagement. Un véritable déménagement. Ce déménagement, cette construction de ce deuxième monastère à Déas va se faire un peu sous l'inspiration d'Adalar de Corbie. Corbie, c'est un monastère colombanien un très grand monastère colombanien qui se trouve auprès d'Amiens. Et Adalar était à Noirmoutier un certain temps, lui aussi en exil, et il va les inciter à construire ce deuxième monastère de Déas, alors que lui, à Corbie, était aussi en train de créer un deuxième monastère. C'est bien toujours dans l'esprit de ces monastères, de ces moines colombaniens qui sont des constructeurs de monastères.
Donc ils vont créer un monastère jumeau, hein, à Saint-Philbert de Grandlieu, Déas. Alors, la raison la plus simple, c'est de dire c'est à cause de l'insécurité amenée par les Vikings. Ce qu'il faut voir, c'est que les Normands, les Vikings, ont à un moment occupé la Noirmoutier, l'île entière de Noirmoutier. Hein. Au départ, les Vikings venaient juste l'été pour faire de la razzia sur toute la côte, et il y a eu toute une époque où ils se sont installés, même ils restaient même l'hiver. Hein. On a trouvé, est-ce que vous avez vu, il y a une ancre, hein, au Moutier-en-Ré, dans mon village, on a trouvé 3 ancres de bateaux du style de celles que vous avez vues, qu'on impute aux Vikings, vous voyez. La tradition dit que ce sont des ancres vikings. Alors, ils vont construire à Déas une abbatiale et un monastère. Voici la magnifique abbatiale de Déas, que je conseille de visiter, à Saint-Philbert de Grandlieu. C'est une architecture de type de la Renaissance carolingienne. On est en période carolingienne, et on voit bien que ça rappelle, hein, la Renaissance, un peu un retour à l'Antiquité, ce qui correspond bien d'ailleurs aux moines sceptiques qui eux-mêmes avaient gardé le contact avec les textes de l'Antiquité, romain, grec ou latin, hein, et ce retour à l'Antiquité, eh bien on voit bien l'architecture est un peu romaine, hein, vous voyez. Hein. Alors ils ne vont pas rester longtemps dans ce monastère de Déas, puisqu'ils vont reprendre leur pérégrination. Ils vont rester une dizaine d'années. Le monastère de Déas a été construit vers 815, mais ça a duré plusieurs années, bien entendu. Hein, et ils vont être obligés de quitter le pays de Ré vers 847. Ils vont s'installer de Noirmoutier à Déas en 836. Et la réalité, vous voyez, ils vont rester vraiment à Déas en tant que monastère de 836 à 847, c'est-à-dire une dizaine d'années. Hein, une dizaine d'années. Donc ils ne vont pas rester très longtemps et ils vont reprendre leur pérégrination. Alors, première cause primaire, parce que les Vikings amenaient de l'instabilité ou de la violence. Il y a peut-être une autre raison, et c'est celle de la spécialiste de Saint-Philibert, qui est Isabelle Cartron, qui dit en fait que les moines, la congrégation des moines de Saint-Philibert, continuait à pérégriner selon la tradition celtique, et ils vont continuer à pérégriner pendant plusieurs décennies jusqu'à Tournu en Bourgogne. Alors, il y a une deuxième caractéristique, une différence encore entre le monastère de Noirmoutier et le monastère de Déas. D'abord, ce n'est pas la même époque, vous voyez. Déas, Saint-Philbert de Grandlieu, c'est l'époque carolingienne. Hein. C'est qu'en principe, le monastère de Déas a été construit pour appliquer la règle bénédictine, pour faire basculer donc les moines de Saint-Philibert de la règle de Saint-Colomban, un peu adaptée, aménagée, à la règle bénédictine. Donc le changement de monastère aurait dû correspondre avec un changement de règle. La règle de Saint-Colomban était très stricte, très dure, très rigoureuse. Hein, la règle de Saint-Benoît était plus humaniste. Hein, et donc les moines de Saint-Colomban voulaient atteindre la perfection rapidement, un peu de façon héroïque. Les moines, la règle bénédictine est un peu plus calme et un peu plus sage. On va vers la perfection, mais on peut prendre un certain temps. Alors, cette règle de bénédictine, censée être appliquée à Déas, c'était en fait la règle de Saint-Benoît d'Aniane, donc vers 800, hein, qui avait fait une synthèse, une fusion des règles de Saint-Colomban, de Saint-Benoît de Nursie et de d'autres monastères, notamment les monastères plutôt égyptiens, hein, d'influence égyptienne. Et donc il avait fait une synthèse, et comme le pouvoir carolingien souhaitait une règle unique pour tous ces monastères, hein, eh bien c'était en principe avec cette règle donc bénédictine, hein, qui était un peu une fusion des différentes règles des différents
des différents monastères de l'époque. Alors là, on voit d'ailleurs Saint-Benoît d'Aniane et Saint-Benoît de Nursie. Je suppose que celui-ci, je ne sais pas lequel est lequel d'ailleurs, faudrait que j'y réfléchisse. Voilà, les deux moines, Saint-Benoît de Nursie et Saint-Benoît d'Aniane. C'est pas du tout la même époque, hein, donc il y a une grande différence. Saint-Benoît de Nursie, c'est vers 500, Saint-Benoît d'Aniane, c'est vers 800. Mais dans la pratique, vous avez vu qu'ils ne vont pas rester très longtemps à Déas, et on peut s'interroger sur le fait de est-ce que les moines de Saint-Philibert, en arrivant à Déas, ont eu vraiment le temps d'appliquer cette règle bénédictine, puisque très rapidement, ils vont repartir en pérégrination. Alors, je vous parle juste en 836 du déménagement de Noirmoutier jusqu'à Déas. Alors, on connaît très bien les textes, hein, parce qu'il y a un moine de la congrégation qui a raconté tout ça, et bien sûr, ils ont traversé le bras de mer, mais à pied, en 4 jours, ils ont été jusqu'à Déas, et ça en portant le sarcophage où il y avait les reliques de Saint-Philibert, le corps de Saint-Philibert, sarcophage en marbre gris bleuté de la carrière de Saint-Béat des Pyrénées, et sarcophage qui pesait 2 tonnes. Hein. Et donc, souvent sur les vitraux, on représente les moines qui portent le sarcophage de Saint-Philibert, mais je ne pense pas que les 6 moines-là puissent porter les 2 tonnes, et ça devait être plutôt ça, hein, avec 20 moines à l'avant, 20 moines à l'arrière, qui portaient le sarcophage donc, de Saint-Philibert. Alors, Saint-Déas va devenir un lieu de pèlerinage pour tout l'ouest de la France, hein, un lieu de pèlerinage très, très important. Il y a une crypte, un peu comme à Noirmoutier, où il y a toujours le sarcophage d'ailleurs de Saint-Philibert, et donc à cette époque-là, eh bien, c'est devenu un lieu de pèlerinage très important. Les Vikings font toujours leur incursion, juste un mot, en 843, ils vont même jusqu'à prendre Nantes et assassiner l'évêque Saint-Coard dans sa cathédrale au moment où il officiait et chantait sur le corda, hein, élevons notre cœur, et donc vu ces incursions vikings, ils vont être obligés de se déplacer vers un autre endroit qui s'appelle Cuno, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui est entre Nantes et Saumur, où il y a une magnifique abbatiale, et ils vont s'implanter à Cuno. C'est là où on voit qu'ils avaient déjà prévu l'affaire, ce qui montre, bien sûr, on peut dire que les moines de Saint-Philibert fuient devant les incursions vikings, mais aussi on peut penser, et c'est plutôt la théorie d'Isabelle Cartron, qui est un peu la spécialiste, en fait, c'est la congrégation qui organise sa pérégrination à travers toute la France, hein, parce que c'est en fait beaucoup plus organisé qu'on croit. Hein, c'est plus qu'une fuite, c'est une véritable organisation. Alors ils vont remonter d'ailleurs avec leurs 6 bateaux jusqu'à Cuno, puisque c'est navigable par la Loire jusqu'à Cuno, entre Angers et Saumur. La première fuite de ces moines vers Cuno, ils n'avaient pas emmené les reliques, donc ils vont venir récupérer les reliques de Saint-Philibert dans son sarcophage de Déas, mais cette fois-ci, ils vont laisser le sarcophage de 2 tonnes à Déas, et ils vont continuer leur pérégrination uniquement avec les reliques de Saint-Philibert. Alors ils vont emmener dans leur pérégrination non seulement les reliques de Saint-Philibert, mais aussi les reliques de Saint-Vital, dont je vous ai parlé auparavant. Donc c'était les reliques de ces 2 saints. Et ils vont aller jusqu'à Tournu, la pérégrination va aller jusqu'en Tournu en Bretagne, en Bourgogne. Alors voilà la pérégrination, c'est une carte d'Isabelle Cartron. À chaque fois où ils font la pause pendant un certain temps, hein, ça va passer donc Noirmoutier, Déas, Cuno, Messet, Saint-Pourçant-sur-Sioule et enfin Tournu.
Et ça va demander presque 40 ans. Donc ils s'arrêtent dans ces différents endroits et ils essaiment autour de ces endroits-là, hein, comme tous les moines le colombanien le font. Donc voilà peut-être la dernière pérégrination de ces moines colombaniens, philibertins, qui, partis de Noirmoutier, vont aller jusqu'à Tournu. Alors on peut s'interroger pourquoi ils s'arrêtent à Tournu. Hein, alors on peut répondre de différentes façons, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas, c'est une réponse. C'est peut-être parce qu'il y a des vignes, hein, peut-être qu'il y a des vignes, peut-être le fleuve est magnifique là-bas, et c'est bien dans la tradition celtique. Peut-être on est plus près de Luxeuil, hein, du grand monastère fondé par Saint Colomban, peut-être plus près de Rome, peut-être que tout simplement on est au centre de l'Europe. Et comme l'objectif de ces moines, comme tous les moines colombaniens, c'est de rayonner sur toute l'Europe, eh bien, c'est peut-être la véritable raison. C'est mieux situé pour rayonner sur toute l'Europe, parce que ce sont des moines, tous ces moines celtiques, qui ont une vision européenne. Donc peut-être que c'est tout simplement parce qu'ils sont bien mieux situés par rapport à toute l'Europe. Alors là, je parlais un peu de vigne, juste pour un mot. Alors ça, c'est juste une petite anecdote, c'est le vigneron de notre village, il n'en a plus qu'un maintenant, au Moutier-en-Ré, qui, lorsque j'ai fait cette présentation, a posé la question, mais est-ce que les cépages du Gros Plan et les cépages du Muscadet n'ont pas été amenés par les moines philibertins? Hein, c'est une question piège. Hein. Alors, non. Et bien entendu, parce qu'il a bien compris que Saint Philibert était né à Éos, c'est le pays de l'Armagnac. Hein. Or, le cépage qu'on appelle folle blanche, c'est un cépage qui vient de là-bas. Donc on pourrait très bien imaginer que Saint Philibert se rappelle de son enfance en disant il y avait de très bons cépages dans mon pays d'origine et il en a pu en amener à Noirmoutier et dans notre région du Pays de Ré. Et d'autre part, les moines de Saint Philibert ont été à Tournus, qui est aussi un excellent endroit pour la vigne. Et c'est le cépage, beaucoup par là-bas, qu'on appelle le melon de Bourgogne. Le melon de Bourgogne, c'est le cépage à l'origine du Muscadet. Et celui de la folle blanche des Hausses ou de l'Armagnac, c'est celui du Gros Plan. Alors, je ne vais pas répondre à la question, mais ce n'est pas du tout impossible, parce que ces moines étaient aussi d'excellents viticulteurs, agronomes, et donc ils ont très bien pu faire ces rapprochements. Mais je n'ai aucune preuve sur ce sujet. Alors, les moines de Saint-Philibert vont s'installer définitivement à Tournu. L'abbé restera à Tournu, hein, et ils reviendront après dans le Pays de Ré, mais ça ne sera plus qu'un prieuré, ça ne sera pas tout à fait pareil comme avant. Le siège de la congrégation sera à Tournu, et on peut dire à Tournu, les héritiers, c'est plutôt les moines l'ordre de Cluny. Entre Cluny et Tournu, je crois qu'il y a une trentaine de kilomètres. Donc les moines de Cluny se considéreront comme les héritiers de ces moines de Saint-Philibert. Et là, on démarre la grande, je dirais, explosion monastique dans toute l'Europe. Cluny, les cisterciens, là, on n'en est qu'au début d'une grande aventure monastique qui va couvrir toute l'Europe. Les moines celtiques, les moines de Saint-Colomban ou les moines de Saint-Philibert sont plutôt des initiateurs. Vous voyez, ils ont lancé le mouvement, mais après, ce mouvement va prendre une très grande ampleur. Hein. Mais ça a été parmi les premiers qui ont lancé ce réseau de monastères dans toute l'Europe. Un très grand nombre, là je crois que le père me disait que Saint-Colomban a créé, je crois si je ne me trompe pas, 250 monastères, on me corrigera, et les moines irlandais 500 ou 550. Hein. Voilà, 550, pour vous montrer l'ampleur. Et c'est plutôt minimal. Et c'est le début d'une grande synergie monastique dans toute l'Europe. Alors, il est lisible, hein, regardez la première ligne. C'est en fait, on sait bien à quel moment, on sait assez bien à quelle période ces moines
ces moines colombaniens sont arrivés dans notre région du Pays de Ré, mais on ne sait pas très bien combien de temps ils vont rester, car c'est moins clair, notamment entre l'an 800 et 1000. Hein. Et donc, j'estime qu'à minima, ils ont été 150 ans dans notre région, mais peut-être plus, hein, peut-être jusqu'à l'an 1000. Ce qu'on peut dire, alors là on le voit par exemple, un exemple, je prends mon village qui s'appelle les Moutiers-en-Ré, vous voyez, où on voit qu'il y a une église, hein, une église qui est considérée comme dépendance du monastère de Saint-Philibert, qui à cette époque-là, le siège des moines de Saint-Philibert est à Tournu déjà, hein, en 1119, puisqu'à la date c'est 1119. Mais on sait par ailleurs que vers 1050, 1060, eh bien, cette église avait été récupérée par les religieuses du Ronceret d'Angers, et donc il avait déjà changé de main. Donc il faut faire attention à ces répertoires, la réalité, et il y a peut-être les répertoires donc, des moines de Saint-Philibert et la réalité. On voit par exemple à Saint-Philibert de Grandlieu, vous avez un monastère, vous voyez toutes les dates, hein, 677, 1119, et là ça s'arrête, hein, vous voyez, il n'y a plus de répertoire. Hein. C'est un monastère et une villa au sens du terme, c'était plutôt au début à Saint-Philibert de Grandlieu qui était déas, c'était plutôt une propriété agricole. Hein. C'était ça, villa au sens romain du terme. Page suivante, un autre exemple, on voit à Noirmoutier qui est Rio, c'était le monastère sur l'île, vous voyez, qu'on voit apparaître de 677 à 1119. Alors, juste pour terminer, par qui ont été remplacés les moines de Saint-Philibert? Eh bien, dans notre région du Pays de Ré, ils ont plutôt été remplacés par les moines de Saint-Sauveur de Redon. C'est pour ça que j'ai représenté l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres ordres qui vont arriver. C'est pour ça que c'est moins facile de dire comment ça se passe à la suite. Alors je prends des exemples. À Machetoul, eh bien, les moines de Redon vont créer l'abbaye de Notre-Dame de la Chaume. Mais vous voyez que c'est plutôt vers 1055. À Sainte-Marie de Pornic, eh bien, ça va être les moines de Saint-Sauveur de Redon qui vont récupérer la chapelle construite par les moines de Saint-Philibert de Noirmoutier. Et dans le village où j'habite, qui est les Moutiers-en-Ré, hein, Moutier c'est monastère, hein, et donc, eh bien, là il va y avoir trois influences. Nous sommes le village le plus méridional de la Loire-Atlantique, à la limite de la Vendée, sur la côte, hein, et il y a les trois influences. Il y a l'influence, comme je vous l'ai dit, l'influence des religieuses du Ronceret d'Angers, hein, qui vont venir s'implanter. Et c'est ceux qui vont construire un prieuré à cet endroit-là, toujours vers la même époque. Hein. C'est les religieuses du Ronceret d'Angers. Ensuite, vous avez les moines de Saint-Sauveur de Redon qui seront je dirais, les gestionnaires de la paroisse des Moutiers. Donc ce sera les moines de Redon. Et enfin, vous aurez la troisième influence qui vient des moines de Saint-Jean-de-Marne. C'est entre Saumur et Poitiers, c'est l'influence poitevine. En fait, les Moutiers, c'est sous trois influences, bretonne, angevine, poitevine. La région du Pays de Ré est bretonne à partir de 851, officiellement, 851, donc on est bien dans la période bretonne. Voilà, et le village des Moutiers, vous voyez, c'était quasiment ça ressemblait un peu à un monastère celtique, hein, avec ici l'église des religieuses du Ronceret, et là l'église paroissiale tenue par les moines de Redon, et avec le cimetière entre les deux. Hein, ça ressemble tout à fait, ça existe en Irlande, des moines qu'on appelle un peu des monastères doubles. Hein. Voilà, alors après arrivent d'autres moines, mais vous voyez que c'est un peu plus tard, les cisterciens et les augustins, et je vais terminer là ma présentation. Voilà, là juste je remonte la carte, c'est une carte qu'on trouve sur internet, hein, des monastères colombaniens. Je vous ai parlé de cette toute petite région du Pays de Ré
vous voyez, où apparaissent seulement Noirmoutier et Indre, hein, et vous voyez de toute cette petite région, vous voyez que partout ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire sur les moines les disciples de Saint-Colomban. Et voilà, je vous remercie bien avec le livre de Keynes. Je ne connaissais absolument pas tous les détails. Bien sûr, on a connaissance de ces grands saints qui sont ceux de notre tradition, mais toutes ces connexions, toutes ces fondations et toute cette histoire, et ce qui m'a paru très intéressant personnellement, c'est ces moines de Saint-Philibert qui vont continuer leur pérégrination, qui n'est pas du tout bénédictine. C'est un peu comme s'ils continuaient dans l'esprit de leur père, et que, bien sûr, il peut y avoir des circonstances historiques, des circonstances dues aux invasions, peut-être situation économique ou autre, mais visiblement, ils ont cet esprit de pérégrination, et c'est ce que, personnellement, je retiens, puisque c'est vraiment ça, le cœur de la grande tradition monastique irlandaise. Alors, si vous avez des questions... C'est vrai que sinon on se fait courir. Juste un détail. Par rapport aux moines de Saint-Sauveur de Redon, vous avez dit qu'ils remplaçaient ensuite les colombaniens. En fait, eux, ils étaient quoi? Parce qu'ils ne sont pas bénédictins, ils ne sont pas non plus celtes, ils sont quoi les moines de Saint-Sauveur? Alors, je n'ai pas étudié vraiment les moines de Saint-Sauveur de Redon, parce que ce n'était pas le sujet de mes études. C'est des moines qui viennent de Bretagne, puisqu'ils étaient à Redon, probablement sous influence, qui faisait partie de la Bretagne politique de l'époque. Et lorsque le pays de Ré a été pris par les Bretons, donc à partir de 851, vu du pays de Ré, ça nous paraît naturel que les moines de Redon viennent s'installer chez nous, hein, vous voyez. Mais je n'ai pas étudié vraiment l'historique de ces moines de Saint-Sauveur de Redon. Fondés par Saint Convoyant. Voilà, donc vous voyez. Au sujet de Saint-Convoyant à Redon, le monastère de Redon a été fondé sur l'ordre de Nominoé, et par opposition aux Francs qui imposaient l'ordre bénédictin partout, le monastère de Redon a été fondé sur la règle colombanienne. Ah oui, voilà. Je ne le savais pas parce que je n'ai pas recherché sur le sujet. Oui. Tout à fait. Donc là, on voit finalement le même esprit. Tout à fait. Une sorte de continuité. Tout à fait. Alors, dans la présentation que je fais générale sur ces... Parce que dans le pays de Ré, il y a toujours la question, est-ce qu'on est breton et depuis quand? Voilà. On ne peut pas faire de conférence sans qu'il y ait cette question-là. Et effectivement, j'ai tendance à répondre qu'il y a un peu deux vagues d'émigration des îles britanniques vers l'Armorique, puisque l'Armorique n'avait pas encore le nom Bretagne. Hein, il y avait une vague qui venait des Britons, c'est-à-dire plutôt Pays de Galles, Cornouailles, hein, et c'était plutôt une vague de migration de population, mais qui venait avec leur chef, leur prêtre, hein, et qui ils sont arrivés sur la côte nord de la Bretagne et qui ont peu à peu peuplé le nord de la Bretagne au point même de receltiser la Bretagne jusqu'à arriver à Nantes en 851. Et la deuxième vague, c'est plutôt une vague de moines, mais qui vient plutôt d'Irlande, des pays gaéliques, voyez. Alors que l'autre vague est plutôt une vague
d'émigration de population qui vient plutôt de chez les Bretons, c'est-à-dire Cornouailles et Pays de Galles. Mais vous avez peut-être beaucoup plus d'informations que moi là-dessus. Oui, parce que les Bretons, et les moines plus particulièrement, donc certains sont restés avec la population, mais il y a d'autres moines qui se sont descendus plus bas. Je me souviens, avec les frères, nous avions un ami qui était le gardien et l'animateur du château de la Roche-Courbon près de Saintes. Et il y avait dans la propriété du château des grottes où avaient vécu des moines. Et il y avait d'ailleurs notamment une sorte de grotte naturelle qui avait été creusée par les eaux. Il y avait donc une spirale qui était tout à fait visible. Et il y avait une énergie très particulière dans ce lieu. Et c'était probablement la chapelle, parce qu'il y avait une croix qui avait été taillée, une croix qui avait été taillée dans la roche. Et on avait vraiment le sentiment là que ça faisait partie de cette migration. Mais il faut aussi souligner que en Galice espagnole, il y avait des évêchés bretons qui ont été... Donc, on peut penser vraiment que bretons ou irlandais, peut-être, mais plus particulièrement dans cette zone-là, je pense que c'était plutôt les Bretons. Les Irlandais se sont répandus plus au nord et plus vers l'est. Ça va? Oui. Dernière question, parce qu'on est arrivé... Qui est-ce qui... Oui, dans ma commune, moi, il y a un moine aussi qui s'est installé, qui venait de Patras, de la ville de Patras, en Grèce, et qui s'est installé à Massérac, qui a fait construire l'abbaye, et pas contrairement, mais en parallèle avec les moines de Redon, de Socrovoyon, ils avaient la règle bénédictine. Donc de ça, il s'appelle d'abord Saint-Benoît de Massérac. Et il a construit un abbaye à Massérac. En 800 et quelques. Merci beaucoup. On va conclure parce qu'on a déjà mangé pas mal de temps. Voilà. Encore merci infiniment pour cette très belle conférence.